au sein de ce bateau croisière Bateaurama. Alors, nous ici, nous sommes l'équipe du musée Vaudou de Strasbourg et on est ravis de ce partenariat aussi avec l'équipe de Bateaurama qui nous accueille ce soir. Alors, cette conférence, elle a lieu dans le cadre de l'exposition qui est en ce moment au musée, qui s'appelle Pirogue Tojivu, que je vous invite à aller voir si vous n'avez pas encore eu l'occasion de la découvrir. C'est une exposition qui présente des pirogues et des animaux aquatiques dans des objets de culte vaudou. Donc ce soir, la thématique de la conférence n'est pas directement liée au vaudou. Il nous tenait à cœur de faire un événement pour la journée nationale d'abolition de l'esclavage et des mémoires de la traite. Et donc, c'est Jean-Yves Anézo qui est à mes côtés, qui est guide conférencier au musée et commissaire d'exposition, qui va présenter ce sujet avec cette conférence qui s'appelle donc À bord d'un navire négrier, le passage du milieu. Tout à l'heure, au bout de 40 minutes, on aura un temps de questions, si vous voulez poser des questions. Et je vous inviterai juste encore à éteindre vos téléphones portables ou les mettre en mode avion. Voilà, merci et bonne conférence. Bonsoir à tous. Alors, je suis vraiment très heureux d'être ici et je remercie Bateaurama de cette occasion ainsi que le musée de nous donner la parole sur un sujet qui n'est pas facile. Le thème est un petit peu compliqué parce que il va devoir énumérer un certain nombre de faits, de chiffres, qui ne sont pas évidemment toujours connus, mais qui demandent à l'être. En tout cas, j'ai souhaité donner un ton commémoratif et didactique à cette intervention. Pardon pour parfois le côté un peu militant, je suis navré, mais je pense qu'il est nécessaire d'enfoncer le clou parfois pour redire des choses qui sont tues, malheureusement, et qui sont pas suffisamment, à mon goût en tout cas, connues du grand public. Alors, on va faire une grande parenthèse plutôt sur ce qu'a été l'histoire, l'instauration, non pas de l'esclavage, je vais l'évoquer, mais principalement de la traite occidentale des Noirs. Alors, c'est pas banaliser l'esclavage, je suis désolé, j'ai mes notes en bas, là, je suis pas très bien installé. Ce n'est pas banaliser l'esclavage que de dire que ce système qui consiste à utiliser la force de certains humains au profit d'autres humains commença à s'organiser très tôt dans l'histoire des hommes. Les historiens pensent que l'organisation de l'esclavage remonte à la sédentarisation urbaine des populations anciennes et se planifia lors de la fondation de puissantes cités-États. Alors, on ne saurait dire si l'esclavage fut pratiqué avant cette période, évidemment, on a peu de sources, peut-être déjà par les petits groupes nomades qui parcouraient le globe. En tout cas, la sédentarisation des hommes y a largement participé. Dans l'Antiquité, chacun sait à quel point cette pratique faisait partie des usages et a permis à de grandes civilisations de se développer et de progresser considérablement. Il y a là un fait admis, un paradoxe, qui ne cesse cependant de heurter la morale, puisqu'il ne peut en aucune manière justifier l'usage esclavagiste. Du 7e siècle au 10e siècle, par exemple, la ville de Verdun fut une plaque tournante importante du trafic d'esclaves venus de l'Est, slaves de l'Europe. Le mot même esclave trouve son étymologie dans le terme sclavus, du latin médiéval désignant le slave. La ville, spécialisée dans la production d'eunuques, vendait des enfants castrés très tôt, notamment pour les marchés orientaux. Nous soulignons en outre, plus largement, que le servage en Europe à l'époque peut être assimilé à une autre forme d'esclavage institutionnel. Revenons au continent africain, sans évoquer les autres parties du monde qui connurent elles aussi les mêmes tragédies. Les premiers captifs noirs furent rasiés par les Portugais en 1441, sur les côtes du Sahara occidental. Les Arabes pratiquèrent avec assiduité une traite transsaharienne redoutable, de cruauté aussi, qui voyaient de longues colonnes d'êtres humains marcher dans le désert, d'oasis en oasis, pendant 3 à 4 mois. Les captures étaient le fruit des nombreuses prises opérées vers l'Afrique de l'Ouest,
dès le 7e siècle à la recherche de l'or, dans l'objectif de piller, mais aussi d'islamiser les populations. Marrakech, Le Caire, Djeddah en étaient certaines des plaques tournantes pour le stockage et le tri, puis la vente des marchandises humaines destinées aux marchés locaux, européens via l'Espagne et asiatiques vers l'Inde. Cette traite dura jusqu'au XIXe siècle. Elle concerna, selon les estimations des historiens, 8 millions de personnes, et je crois qu'il est bon de le rappeler. Ce que nous appelons la traite atlantique, commerce triangulaire, est l'organisation d'un trafic marchand se déployant des ports atlantiques de l'Europe, dont les principales villes de départ vers les côtes de l'Afrique occidentale, puis les colonies nouvelles des Amériques et des Caraïbes, étaient du nord au sud, Liverpool, Amsterdam, Nantes, Bordeaux et Lisbonne. Les retours des bateaux vers les ports européens se faisaient avec des chargements de marchandises rares telles que cacao, sucre, épices et plus tard rhum, etc. Néanmoins, cette vision un peu schématique occulte le commerce d'aller et retour direct qui clôtura la traite jusqu'à la fin du XIXe siècle, envoyant les bateaux du Brésil et d'Amérique du Nord, principalement de Virginie, vers l'Afrique. En employant que la seule expression de traite atlantique, on occulte le fait pourtant précis qu'il s'agissait d'une traite exclusive, s'attaquant aux seules populations noires de l'Afrique. Nous pourrions remplacer cette expression par traite européenne des populations noires. Ce que nous définirons comme le passage du milieu est la route allant de l'Est Atlantique vers les territoires des colonies américaines. On notera que cette route est la plus difficile en termes de navigation. Sa durée pouvait s'étaler d'1 mois à plus de 6 mois, en fonction des aléas de mer, courants, vents contraires, conflits maritimes entre nations par exemple. Bien sûr, plus le voyage était long, plus les pertes humaines étaient nombreuses. On comprendra l'horreur de ces traversées lorsque nous évoquons le stockage des esclaves dans les soutes des navires, dont les aléas de mer pouvaient altérer considérablement les conditions. Nous noterons qu'entre 10 à 20% des personnes n'arrivaient pas dans les ports américains. Certaines traversées pouvaient voir plus de 25% des effectifs mourir. On le sait moins, mais la proportion de pertes des marins corrélait en pourcentage avec celle des esclaves. Ces chiffres, évidemment, nous glacent le sang, car ils évoquent la mémoire de 14 millions de personnes, hommes, femmes, enfants, qui furent déportés de la deuxième période du XVe siècle à la fin du XIXe siècle. Les captures et les conséquences, suicides, blessures et plaies infectées, villages exsangues, familles anéanties, variole et autres maladies importées, géniteurs capturés, famine, dysenterie, meurtres, prix, pillages, ont vidé les territoires de l'Afrique de l'Ouest de 60% de leur population, dans la période des 4 siècles pendant lesquels la traite a sévi. Si l'on compte les 2 systèmes de traite, c'est plus de 22 millions de personnes qui furent déportées. Ce chiffre ne tenant pas compte des pertes faites en amont de l'embarquement. On va y revenir. Selon les chroniques de voyageurs de l'époque, les grandes villes africaines perdirent 75% de leur population dès le XVIe siècle, soit un siècle après le début du trafic des populations noires africaines influencées par les Blancs. Le taux de fécondité n'a retrouvé son taux normal qu'au milieu du XXe siècle, c'est-à-dire à la fin de la colonisation. Nous ne nous étendrons pas sur l'état moral des populations africaines, dont elles ne se relèvent qu'à peine, après les abominables épreuves que des siècles de domination européenne et arabe leur ont fait subir. La traite atlantique ne démarrera pas tout de suite avec l'arrivée des Portugais à la découverte des côtes occidentales de l'Afrique. Les premiers esclaves étaient vendus au Portugal, où ils finirent par constituer une communauté bien établie. Peu à peu, cependant, attirés par les richesses qui se profilaient et la constitution des territoires coloniaux américains et caraïbes, d'autres nations installèrent leurs comptoirs le long de ces côtes. Français, Hollandais, Espagnols, Anglais s'installèrent et construisirent des forts qui ne tardèrent pas à jalonner les côtes du Sénégal au Congo. Si je vais trop vite, ça va. L'arrivée des Européens coordonna le commerce avec les royaumes africains, pour certains très puissants, bien organisés, et dont les populations vivaient en parfaite autosuffisance grâce à une économie agricole prospère, à l'élevage, à une organisation politique et socio-culturelle pérenne, basée sur une religiosité profonde, enfin à l'entretien de guerres territoriales opposant les États. Ces guerres généraient des prises faites d'esclaves, de biens divers et de tribus imposées aux perdants. Le surgissement des Blancs dans cette économie fit entrevoir aux monarques locaux de nouvelles sources de richesse. Mais peu à peu,
leurs économies s'en trouvèrent affectées, du fait de la course effrénée aux demandes toujours pressantes des marchands blancs. Cette situation encouragea les guerres entre États locaux, bien vite épaulés par les nations européennes, qui transposèrent leurs propres conflits sur le sol africain. Anglais à la Nigeria et au Ghana, Français au Sénégal et au Dahomey, évidemment j'en passe, Portugais au Congo et plus tard Allemands au Togo. Si nous prenons l'exemple du Dahomey, aux visées expansionnistes, en guerre incessante avec les royaumes Yoruba, sur les terres nigérianes actuelles, nous pouvons constater dès le XVIIIe siècle une accélération des conflits et une augmentation des prises de guerre esclavagistes. L'historien Olivier Pétré-Grenouillot note dans son ouvrage Les traites négrières que 12 000 à 15 000 cargaisons furent expédiées dans le courant du XVIIIe siècle, ce qui donne une idée de l'ampleur du trafic. La demande des marchands d'esclaves autochtones, répondant aux exigences des négriers blancs, augmenta sans cesse, jusqu'à l'abolition de l'esclavage dans la moitié du XIXe siècle, mais demeura active bien après, jusqu'à l'orée du XXe siècle. Cette situation nécessita l'organisation de razzias par des mercenaires, organisant le trafic depuis les terres du Nord et de l'intérieur du continent, où les Blancs ne se risquèrent que bien plus tard, du fait des interdictions promulguées par les royaumes et des redoutables maladies endogènes qui les décimaient. Mais tout un chacun pouvait se retrouver capturé par hasard, par opportunité, par action de malfaisance. On mesure à quel point un tel système a pu déstabiliser l'équilibre de ces sociétés. Les marchands locaux prospérèrent, mais d'autres les rejoignirent dès la fin du XVIIIe siècle, venant du Brésil, parfois anciens esclaves affranchis eux-mêmes. Les populations esclavagées étaient constituées de prisonniers Yoruba, Fon, Congo, Ashanti, Peul, Haoussa, Tchamba, Mauritaniens, Mari, et de populations razziées dans les villages de la savane et de la brousse, parfois à plus de 150 km à l'intérieur des terres. Ces captures étaient déléguées aux Africains eux-mêmes. Le chemin parcouru par la grande majorité des êtres humains capturés pour rejoindre les ports nécessitait de longues journées et semaines de marche. Les captures opérées sous tous les prétextes dans les villages, par surprise et ruse, laissaient derrière elles des paysages de désolation et de mort. En effet, dans la plupart des cas de captures importants, les vieillards et les nouveau-nés étaient massacrés sur place et laissés aux charognards. Dans le célèbre cas d'Equiagno, esclave affranchi devenu un écrivain célèbre militant de l'abolition, celui-ci fut capturé avec sa sœur lors de l'absence de ses parents par un petit groupe de personnes que la famille connaissait très probablement. Les petites troupes de captifs convergeaient ensuite, hommes, femmes et enfants séparés, attachés au cou par des pièces de bois façonnées à la manière de jougs. Une forte proportion d'entre eux servaient de porteurs de marchandises, ivoire, or, noix de cola, bien qu'entravés aux membres inférieurs. 10% de ces malheureux mouraient lors des captures, 25% lors des marches vers les ports. Une fois rassemblés, les esclaves se dirigeaient vers les points d'embarquement où ils étaient stockés dans les baraquons ou baraquements légers et, alors je vais m'arrêter parce que là je ne vois plus rien, étriés pour ceux qui étaient encore en vie, dans l'attente que les bateaux ne se présentent pour la vente. Nous constatons que les méthodes de production d'esclaves étaient très variées, le but étant de s'enrichir rapidement. Grâce à la demande des marchands négriers locaux et blancs, le stockage ne devait pas durer longtemps, car les conditions de vie atroces dans les baraquements, dues à l'entassement, aux maladies révoltes, mauvais traitements, à l'insuffisance de nourriture et d'eau, à l'insalubrité, à la chaleur ou aux pluies torrentielles, les cris et gémissements, l'épuisement, les odeurs pestilentielles, la vermine, les excréments, les plaies infectées, la crasse, tout cela nuisait à la bonne tenue du commerce. On estimait à 10% le taux de mortalité dans la période d'attente, soit un total d'environ 45% des prises de la capture à l'embarquement. Les différents marchands rassemblaient leurs lots quand se présentaient les navires en rade. Nous prendrons l'exemple de Ouida, situé au sud du royaume du Dahomey, bien connu pour sa porte des esclaves, où les Français construisirent un fort en vue de pérenniser les relations commerciales et politiques avec le royaume. Les baraquements, situés de 4 à 5 km de la plage, les filles reprenaient leur route maudite. Enchaînés, femmes, hommes et enfants séparés, les esclaves se dirigeaient vers ce qui fut appelé plus tard la porte du non-retour. Les cales des navires contenaient toutes sortes de marchandises de bonne qualité, contrairement aux idées reçues. On y trouvait des tissus indiennes venues de Suisse, notamment, qui contribuèrent à enrichir les industries helvétiques. Puis, ustensiles de toutes sortes, armes à feu, armes blanches, vin, gin, cognac, et de nombreux outils complétaient l'inventaire.
Les transactions se faisaient auprès des courtiers africains après avoir réglé un droit d'entrée dont la valeur s'élevait de 5 à 10% du total des cargaisons. Ceux-ci triaient les marchandises en échange des esclaves. Nous allons aborder le sujet du passage du milieu maintenant. Dans cette deuxième partie, on va détailler les conditions de vie à bord des navires, mais nous nous arrêterons quelques instants sur la phase d'embarquement. Tout ce qui précède, ne peut être détaché de ce qui va suivre, étant donné le caractère hautement inhumain des traitements précédant la traversée, complétant et participant tant s'en faut à son abomination. Les navires attendaient plusieurs semaines avant d'avoir déchargé et chargé leur cargaison, afin que les esclaves fussent en quantité suffisante pour satisfaire les échanges avec les différents navires. Pour ce qui concerne Ouida, la plage faisait à l'époque 8 km de long avant d'arriver à la mer. Pour qui connaît les lieux, il est aisé de s'imaginer le calvaire vécu par les esclaves marchands. Pour ce qui concerne 8 km. Pour ce qui concerne... D'accord. Alors, la plage faisait à l'époque 8 km de long avant d'arriver à la mer. Pour qui connaît les lieux, il est aisé de s'imaginer le calvaire vécu par les esclaves marchant 8 km, nu-pieds dans un sable brûlant. Bien que les embarquements se faisaient le plus souvent la nuit. Pirogues et chaloupes attendaient sur la grève d'embarquer avec les navires leurs marchandises de chair. Les pirogues ne pouvaient contenir que 7 personnes, afin d'éviter la surcharge. Alors il fallait attaquer la barre, violente, haute de 2 mètres, qui s'abattait sur le sable. Il arrivait que les embarcations chavirent et laissent à la mer les corps enchaînés. Plus loin, comprenant leur sort futur, certains désespérés faisaient basculer les pirogues et se jetaient à la mer, préférant la noyade et les nombreux requins qui rôdaient en l'attente de cette manne humaine. Les requins, des tailles sordides, prirent l'habitude de suivre les pirogues et les navires pour profiter de l'abondance de nourriture qui se proposait à eux peu à peu. C'est assez éprouvant, cette lecture, pardonnez-moi. Toutes sortes de navires pouvaient être armés à la traite, pourvu que l'entrepont puisse accueillir les captifs ou qu'ils puissent être transportés, transformés pour en augmenter le nombre et contenir l'eau et les vivres nécessaires à la traversée. Parmi eux, on trouvait d'anciens navires prévus pour la pêche à la morue, de petits sloops rapides, des briques, qui ne pouvaient accueillir pas plus d'une centaine de captifs, enfin des navires marchands favorables au cabotage. On verra pourquoi tout à l'heure le cabotage. Au XVIIIe siècle, les frégates étaient les plus courantes. Les armateurs nantais, notamment, construisirent et aménagèrent ces modèles rapides et marins. Les armateurs américains privilégièrent des bateaux plus légers, mais aussi plus rapides, en raison notamment des arraisonnements toujours possibles par les navires de guerre d'autres nations, après l'interdiction de la traite à la fin du XIXe siècle, notamment par la marine anglaise. On comptait 2,8 litres d'eau par personne, 2,8 litres, c'est précis, et par jour, le minimum vital étant de 20 litres. À titre de comparaison, 10 litres est encore aujourd'hui à peine la ration quotidienne des populations dans certaines zones de l'Afrique subsaharienne. Tandis que nous en consommons 160 litres en Europe et 600 litres aux États-Unis. Il fallait également prévoir, selon Olivier Pétré-Grenouillot, 40 kg de nourriture par personne. 40 kg. La hauteur sous plafond disponible sur un navire tel que le Brooks, qui fut armé en 1781 à Liverpool et qui pouvait transporter 454 esclaves, était de 83 cm. La largeur allouée aux captifs, de 40 cm. Ces chiffres ne tiennent pas compte du taux de remplissage, le plus souvent de 1,5 captifs, afin d'augmenter la rentabilité du commerce. À l'avant du bateau se trouvaient les hommes enchaînés aux chevilles, 2 par 2, les femmes sur le tiers arrière et les enfants séparés par une rambarde à la poupe sous les appartements du capitaine. Au fil des siècles, les navires se spécialisèrent peu à peu jusqu'à être armés spécifiquement pour la traite. Les équipements se perfectionnant toujours peu à peu permettaient de mieux contenir les révoltes fréquentes. Lames d'acier interdisant aux esclaves de monter sur le pont, meurtrières dirigées vers la cale afin de mater les révoltes,
filets courants sous les clabords à l'extérieur de la coque afin de récupérer ceux qui se jetaient dans l'océan. De navires marchands ordinaires, les bateaux se transformaient en prisons, avec toutes les violences des installations et dispositions carcérales de l'époque, plus marquées encore par la nature des prisonniers considérés comme du simple bétail. Considération tenace, puisqu'en France, jusqu'en 1936, il était encore possible de visiter des eaux humaines. Prison flottante, nécessitant les adaptations propres à la traversée, à la durée des traversées, à la cohabitation avec les marins, aux exigences insensées des armateurs, aux attentes des clients américains et caraïbes. Univers carcéral, mais univers de transport sur l'élément marin, avec toutes les difficultés dont nous avons déjà parlé, d'une marchandise vivante et donc fragile. Il y avait une nécessité absolue de faire en sorte que les captifs arrivent en bon état à leur port de destination, quels que soient les aléas des traversées. L'espace attribué aux esclaves, particulièrement confinés et insalubres, malgré quelques équipements d'aération, obligeait les équipages à faire sortir les captifs pour les aérer et leur faire faire de l'exercice. C'est ainsi qu'on pouvait les voir danser dans le cliquetis de leurs entraves de fer qui leur écorchaient les chairs. Ceux ou celles qui ne voulaient se soumettre à ces danses macabres étaient immédiatement punis de mort. L'une des sentences consistait à attacher par les pieds la personne, à la hisser dans le gréement et à la projeter sur le pont à plusieurs reprises jusqu'à ce que mort s'en suive. Il pouvait être fouetté dans l'objectif du même résultat. Le fouet, devenu tristement célèbre, communément appelé le chat à 9 queues, était constitué d'un manche de 30 à 40 cm de longueur, muni de 9 lanières de cuir, noué de 60 cm de longueur, muni d'un croc de métal aux extrémités. Je suis désolé pour ces précisions, mais je pense qu'elles sont fondamentales. Très souvent, les plus désespérés se jetaient par-dessus bord, les suicides étant nombreux sur certains navires. Au fil du temps des traversées, il était bien difficile à l'équipage de les éviter. Difficile donc de s'occuper d'une telle cargaison, encline aux révoltes sanglantes, d'une extrême violence, le plus souvent près des côtes africaines, alors qu'il y avait encore un mince espoir d'y revenir. Les marins se réfugiaient derrière une paroi en éventail percée de meurtrières, dont on a parlé déjà, qui se partageait sur toute la largeur du navire, du gaillard arrière, du reste du pont. Cette paroi d'ailleurs permettait de reconnaître un navire armé à la traite. Les auteurs de ces armements répondaient au profil d'hommes avides de gains rapides, d'une cupidité sans réserve, sans sens moral, très souvent ancrés dans des convictions chrétiennes dévoyées, empreintes de racisme et de morgue. Le recrutement des capitaines se faisait sur la base de leur connaissance profonde de la mer et des dangers qu'elle présentait. Par conséquent, les capitaines étaient des hommes expérimentés. Placés très jeunes en apprentissage sur des navires de commerce ou de guerre, ils devaient passer toutes les étapes qui les feraient un jour ouvrir la porte de leur cabine et s'y installer. L'âge de recrutement minimum se situe autour d'une trentaine d'années. Leur pouvoir à bord était sans limite et incontesté, d'une part à cause de la tâche particulière qui les attendait, mais également à cause de la durée des voyages pouvant excéder 1 an. L'autre facteur qui entrait en ligne de compte était leur capacité à diriger un équipage fait de briques et de brocs, de marins aguerris mais aussi d'ivrognes, de repris de justice, et pour la catégorie des mousses, souvent de jeunes paysans qui se retrouvaient sur le pont du navire par hasard ou par désœuvrement social et familial. Selon les mots du capitaine Richard Jackson, le moment de l'appareillage marquait le passage à leur enfer privé où ils tenaient le premier rôle, celui du diable. Ils furent très vite reconnus pour leur inflexibilité et leur cruauté. Certains récits de capitaines, comme celui de Snellgrave, minimisent et édulcorent leur comportement, faisant croire que leur extrême sévérité n'était que la conséquence du comportement des captifs. Néanmoins, la principale considération des capitaines négriers était la possibilité de gagner en peu de temps une véritable fortune après 2 ou 3 voyages. Les risques leur étaient connus et leur engagement tout à fait libre. L'inventaire des matériels utilisés par les capitaines pour venir à bout des esclaves rebelles, outre les fers, les chaînes, les menottes, le célèbre chat à 9 queues, se complémentait du speculum oris,
un mécanisme de 3 tiges de fer articulées autour d'une vis qui s'écartait dans la gorge de ceux qui se refusaient de se nourrir. Les poussettes, dans lesquelles on plaçait les chevilles des esclaves dans 2 anneaux de fer munis d'une tige horizontale et coulissante que l'on serrait grâce à une vis centrale. Ces fameuses poussettes qui ont servi d'ailleurs bien après contre les esclaves récalcitrants ou non, aussi bien en Amérique qu'aux Caraïbes. Cet inventaire parle tout seul, et il est bien inutile ici de détailler les trésors de créativité qu'ils déployaient pour exacerber leur capacité à faire souffrir. Le recrutement des marins, quant à lui, se trouvait être particulièrement difficile. On peut le comprendre par ceux qui revenaient peu nombreux des campagnes de traite, répandaient des informations terribles, mais distillaient également l'idée de revenir les poches bien pleines. Les recruteurs, payés par les armateurs, devaient donc s'armer de ruses. Dans toute la durée du XVIIIe siècle, les grandes nations européennes se firent la guerre. Cela constitua un terreau fertile pour le recrutement des marins, mais une concurrence sauvage permettant tous les coups s'engagea entre les armateurs, marines de guerre et commerciales, afin d'enrôler des marins. Pour ceux des marins qui étaient libres de leur choix, la traite, malgré les risques encourus, était une possibilité non négligeable de faire des gains rapides, permettant de rêver à un retour prospère en Europe. Nombreux sont ceux, nous le verrons, qui déchantèrent. Les navires de guerre présentaient le risque d'une mort atroce lors des combats, ne payaient pas autant et nécessitaient d'accepter une discipline de fer due à l'organisation militaire. Quant aux navires de commerce, ils se trouvaient sous les feux des navires des nations en conflit sur les routes commerciales du globe. Pour les novices, la découverte de l'Afrique se faisait le plus souvent à bord des navires, les débarquements étant réservés aux marins les plus aguerris et aux officiers. En effet, ceux qui prenaient le risque de s'éloigner des côtes risquaient fort de revenir avec la fièvre jaune, le palu, la variole. Alors là, j'ai un souci. Dès l'arrivée sur la côte des esclaves, il fallait équiper le bateau d'un tau fait de branches de palme, dressé sur des poteaux sur la longueur du pont afin de prodiguer l'ombre indispensable aux hommes d'équipage et aux captifs lorsqu'on les faisait sortir de la cale pour les exercices quotidiens. Il faut se rendre compte que le chargement des cargaisons humaines pouvait demander plusieurs semaines, voire plusieurs mois, malgré la nécessité de faire vite pour ne pas gâter la marchandise. Trié, enchaîné, la cargaison organisée, le navire pouvait enfin faire voile vers le passage du milieu. Quand le premier lot d'esclaves intégrait les cales du bateau, les marins découvraient qu'ils n'étaient plus que des marins, mais devenaient aussi des geôliers, et qu'il leur resterait toute la traversée. La traversée se faisait dans les conditions que nous avons déjà évoquées. Dès le début, il fallait faire face aux révoltes, aux suicides et s'occuper des captifs. Repas, hygiène, santé. Un chirurgien du bord s'occupait de veiller sur les membres de l'équipage et sur les esclaves, à sa manière bien sûr. Des viols étaient commis parfois et sévèrement réprimés. Quelques capitaines s'attribuaient les femmes qui étaient à leur goût, et il arrivait que des grossesses surgissent pendant la traversée. Les femmes ont joué un rôle fondamental dans l'organisation et la préparation des révoltes. Celles qui étaient employées à la cambuse notamment, car elles avaient accès aux outils et aux couteaux. La cambuse, c'est la cuisine, pour ceux qui sont pas. De nombreux témoignages relatent leur courage et les abominations commises sur celles qui résistaient. Il ne servira à rien d'en faire état ici. Guissopin, dans son étude sur la traite nantaise, détaille les mesures de prophylaxie qui étaient mises en place pendant le trajet, parmi lesquelles figure le lavage régulier des captifs à l'eau de mer, le lavage de la bouche à l'eau citronnée et l'application sur tout le corps d'huile de palme. En outre, on veillait à les raser régulièrement. L'entrepont était désinfecté au vinaigre et en plongeant un boulet chauffé au rouge dans un seau de goudron. Ces tâches étaient évidemment réservées aux esclaves. La traversée occasionnait donc de nombreuses pertes, dont les rapports établis par les capitaines font indirectement état puisqu'ils comptabilisaient le nombre de personnes traitées et le nombre de ceux qu'ils parvenaient à vendre. Cette comptabilité permet d'établir les pertes occasionnées, et parmi ces pertes se trouvaient les saisies des corsaires européens et des pirates qui se servaient au passage des négriers. Guissopin établit les chiffres de pertes minimum suivants concernant la flotte nantaise, et uniquement la flotte nantaise, entre 1706 et 1743 à 34,7%. Je répète, 34,7%. Chiffre qui diminue à 16,16% dans les 3 ans qui finissent cette période.
Cela indique que des adaptations furent opérées pour mieux gérer les pertes. Ces chiffres ne sont qu'un exemple, tant les disparités étaient nombreuses en fonction des traversées et des navires. Les équipages, nous l'avons signalé, subissaient également une surmortalité qui s'élevait en moyenne, toujours selon Guy Sopin, de 17 à 18%, avec des pics au début du XVIIIe siècle s'élevant à 23%. Il va sans dire que ces chiffres témoignent de la grande violence du trajet, par le passage du milieu qui touchait aussi les équipages. Il faut néanmoins rappeler que la mortalité des équipages d'origine européenne était due pour une part notable aux conditions épidémiologiques liées à l'Afrique. Les opérations d'hygiène que nous évoquions plus haut étaient effectuées avant l'arrivée au port de destination. On a souvent l'écho que le voyage s'arrêtait là, et ce qui n'était pas le cas la plupart du temps, surtout si les cargaisons étaient importantes. Il fallait donc repartir au cabotage pour rallier d'autres ports de vente, jusqu'à ce que le bateau se soit vidé des esclaves et rempli de marchandises de toute nature pour le voyage de retour au port d'attache. Souvent, on faisait Brésil, puis Virginie, puis Caraïbes. Ces différentes escales voyaient l'abandon par les capitaines des marins malades ou blessés et une part non négligeable de désertion. De certains d'entre eux qui préféraient rester aux Amériques ou aux Antilles, profitant d'une partie de leur solde, plutôt que de remonter sur les ponts de l'enfer. Les chroniques racontent que nombreux furent ceux qui moururent dans une misère terrible et qui furent secourus par les esclaves, ceux-là même dont ils furent les geôliers, qui les prenaient en pitié et les enterraient à leur mort. Les marins qui rembarquaient ne manquaient pas de répondre favorablement à leur mendicité. Les ventes des esclaves se faisaient la plupart du temps sur les quais, où les acheteurs appréciaient et jaugeaient la qualité de leurs marchandises humaines. Vers la fin, ça se faisait un petit peu à l'intérieur des terres en cachette. Puis les groupes partaient vers les plantations où les mines et les déchirements recommençaient. Dans les peurs et les cris des séparations, faisant fi des liens familiaux, amicaux, maternels ou amoureux. La traite occidentale des populations noires africaines fut fondée, selon Olivier Pétré-Grenouillot, sur une logistique et tout un arsenal idéologique permettant d'assurer la légitimité de l'ensemble aux yeux des capteurs comme à ceux des différents vendeurs et acheteurs des captifs. Aujourd'hui, l'Afrique se relève difficilement de cette épreuve qui fut prolongée par des années de colonisation dont les fondements peuvent reprendre les mots d'Olivier Pétré-Grenouillot. Vu des consciences européennes, cette tragédie est terminée et s'arrête aux excuses formulées ici et là. Mais l'Afrique, et notamment l'Afrique occidentale, n'en a pas fini avec sa reconstruction morale, économique et culturelle. Je voudrais dire ce soir qu'il n'est pas concevable de glisser dans un irrémédiable oubli et qu'il est bien du devoir de chacun ici en Europe de le rappeler et de rappeler tout ce dont nous sommes redevables aux populations africaines et à celles qui sont demeurées aux colonies. Colonies qui, après même l'abolition, sont restées tantôt aux Amériques, aux Caraïbes et en Afrique, le champ ouvert à une autre forme d'esclavage dont les abominations perpétuèrent celle de la traite. Nous sommes encore dans l'acceptation perfide de la notion de race, dont les échos retentissent sourdement dans notre vie politique. Ironie de l'histoire, ou perfidie sans cesse renouvelée, nous voyons comme un danger les appels à l'aide qui se matérialisent par la traversée de la Méditerranée et ses drames vers nos côtes. Appel à l'aide de familles entières et d'une jeunesse vaincue, oubliée, désespérée, qui portent la misère et les atrocités des guerres, qui préfèrent le risque de la mort à la misère et au désespoir. Sourds à ces appels, muets devant ces tragédies, nous détournons le regard quand il s'agit de tout faire pour leur assurer un avenir meilleur et leur permettre de redresser la tête sur la terre d'Afrique qui leur appartient. Pour terminer, nous citerons Claude Lévi-Strauss dans Race et culture, conférence qu'il prononça à l'UNESCO en 1971. Depuis quelques années, l'Occident s'ouvre à cette évidence que ces immenses conquêtes dans certains domaines ont entraîné de lourdes contreparties, au point qu'il vient à se demander si les valeurs auxquelles il a dû renoncer
pour s'assurer la jouissance d'autres, n'eussent pas mérité d'être mieux respectés. Une question demeure. Après cette abolition que nous commémorons, peu nombreux, où en sommes-nous réellement? Je vous remercie. Je suis un petit peu ému, excusez-moi, mais cette évocation me touche particulièrement et de manière privée pour toutes sortes de raisons. Et c'est vrai que lorsque j'ai commencé à rédiger le texte, je me suis rendu compte qu'il était extrêmement dur, extrêmement difficile à entendre. Alors, j'avais à faire quoi? Le choix d'édulcorer ou le choix de dire les choses telles qu'elles se présentent, d'appeler un chat et de faire le constat, hélas, bien triste, bien révoltant aussi. Aujourd'hui, l'Afrique a du mal à se relever, que la Caraïbe et les populations des Caraïbes cherchent encore et toujours leurs sources, leur culture que l'on a piétiné. Et quand je dis on, je nous inclus tous ici occidentaux dans cette histoire. J'ai entendu Roger Sommet ce week-end lors d'un colloque dire que notre jeunesse n'avait pas à se culpabiliser. Elle n'a effectivement pas à se culpabiliser, et je suis tout à fait d'accord avec lui, parce que la culpabilité ferme les portes. La culpabilité, elle bouche les horizons. Elle interdit. Par contre, il disait fort justement qu'il était temps de leur instruire, de les instruire de leur responsabilité historique. Bien sûr qu'ils n'ont pas participé. Bien sûr que nous n'avons pas fait ces abominations. Mais nous sommes tous responsables de notre histoire. Tous. Que nous soyons Européens, Africains, Caraïbes, nous sommes tous responsables de cette histoire. Et je crois que vraiment, il est nécessaire de le marteler sans cesse. Voilà. Alors je suis bien sûr ouvert à toutes les questions. Je n'ai pas évoqué l'aspect religieux, notamment l'aspect du vaudou, parce que dans la traversée transatlantique, il est bien évident que les manifestations spirituelles, on en a peu de sources, on en a peu de témoignages. Elles se passaient dans les cales. Elles se sont révélées d'ailleurs très fortement avec de grandes révoltes, notamment pour ce qui concerne le vaudou en Haïti, par la suite, lors de la colonisation, mais là encore, il y a beaucoup à dire. Voilà. Donc, n'hésitez pas, allez-y. On a 20 minutes. C'est pas bien ça, patronne? J'ai accéléré un peu le mouvement, excusez-moi, hein, sur la lecture. Je ne sais pas si j'ai bien compris, si j'ai bien entendu, quand vous avez évoqué des esclaves affranchis qui se mettaient à rentrer dans le commerce, en fait. Oui, alors il y a eu quelques grands cas, à fin 18e, début 19e, d'esclaves affranchis brésiliens, notamment d'ailleurs parfois d'origine Haoussa, souvent. Pourquoi? Parce que c'était des gens qui étaient très rebelles, et c'est un paradoxe, et donc qui finissaient par être affranchis au Brésil et qui revenaient, prenaient les bateaux
et revenaient sur la côte africaine. Donc on a des témoignages, oui, de Brésiliens, hein, notamment à Porto Novo, qui se sont installés et ont pratiqué, alors on les appelait les Brésiliens, mais c'était des esclaves qui étaient revenus en Afrique. Voilà, se sont adonnés aussi à l'esclavage. Mais alors ce qu'il faut comprendre, si vous voulez aussi, c'est que c'est se mettre dans je vais dire quelque chose de terrible, mais c'est se plonger dans le bain de l'époque, dans l'esprit de l'époque, où bien que on ait mis toutes les valeurs morales chrétiennes il était courant de pouvoir se faire du trafic. Oui, c'est un commerce légal. C'était un commerce légal, juteux, l'appât du gain, hein, surtout. Non, mais après avoir connu ça, ce qui m'étonne, c'est qu'ils ont connu eux-mêmes l'esclavage. Oui. Et ça vous étonne, Ils deviennent. Oui. Vous savez, moi, en ce qui concerne la nature humaine, il n'y a plus rien qui m'étonne. Franchement, après avoir. Ils infligent ça à d'autres de leur. Oui, mais il faut quand même se rendre compte que nous n'avons. Enfin, je vais mettre des pincettes. L'esclavage existait, est arrivé, était de nature commune en Afrique avant l'arrivée des Occidentaux. Ce que les Occidentaux ont fait, c'est d'industrialiser l'esclavage de manière perfide, pernicieuse, en accélérant la demande, en augmentant, en détruisant les économies locales, en s'immisçant dans les affaires intérieures des États. Oui, et ça n'est que la période avant colonisation. Il y a un ouvrage qui est intéressant, alors d'un point de vue historique et d'un point de vue ethnologique, malgré son auteur. C'est un ouvrage d'André Gide, Voyage au Congo, c'est Carnet de voyage au Congo, qui décrit très bien le traitement des populations colonisées en Afrique. Et qui raconte parfaitement que finalement, les grandes compagnies forestières qui se sont implantées, toutes ces grandes compagnies minières et forestières, avec la caution des gouvernements qui étaient abolitionnistes, ont continué une forme d'esclavage perfide et voilée pendant toute cette période de la colonisation. C'est clair. Et c'est pas la peine de. Enfin, je suis un peu en colère, hein, donc je vais me calmer. Mais on entend souvent le discours de banalisation. Non, ça a continué. Ça a continué et aujourd'hui, oui, l'Afrique est exsangue. On a cette responsabilité, c'est clair. Et quand les jeunes Africains nous demandent, parfois avec force, parfois avec violence, parfois aveuglément, je suis le témoin une fois quand j'y vais, finalement, ils ont raison. Finalement, on ne peut pas leur reprocher ça. Toutes les reconstructions se sont faites avec la volonté de les faire. Et avoir la volonté de les faire, c'est pas en jouant du violon. Voilà, c'est pas comme ça. Il va falloir que, de toute façon, clairement, je pense que l'Occident va, avec le réchauffement climatique, dont on est largement responsable, hein, quand on voit les consommations d'eau qui sont les nôtres et celles qui sont en cours en Afrique, ce réchauffement climatique, il va apporter
d'autres abominations, je vous le dis. Je suis allé en l'espace de 2 ans, je vais dans un village, dans le Boufo, au Bénin, dans un village avec un petit village. En 2 ans, lorsque j'y suis retourné, là, en janvier, j'ai trouvé une situation catastrophique. 180 personnes dénutries, les enfants gonflés, les femmes épuisées, les vieilles encore plus parce qu'elles se sacrifient pour les petits, les mecs désœuvrés. Enfin, voilà. Et quand on fait, c'est pour ça que je vous ai donné cet exemple, quand on fait le bilan de ce qu'ils ont comme ressources en eau, c'est 10 litres. Que l'on va chercher sur la tête en faisant 3 km voilà, sous le soleil. En 2 ans, la situation s'est aggravée vraiment terriblement parce que j'ai laissé il y a 2 ans une population voilà, en bonne santé, dynamique, et enfin, j'en ai pleuré, hein, tristesse. Je demande, mais qu'est-ce qui se passe? Mais enfin, Jean-Yves, on a eu 2 années de sécheresse. On n'a pas pu récolter comme il fallait. Ce qu'on a récolté, ça ne suffit pas pour manger, mais ça ne suffit pas pour vendre non plus. Donc on ne peut pas acheter à manger. Donc on se serre à la ceinture. Avez-vous d'autres questions? Pour vous raconter une pérégrination. Alors, sur nous, on est au musée, on est assez sensible à ces choses-là parce que, effectivement, les témoignages spirituels, les témoignages culturels que nous exposons sont des témoignages permanents et sensibles de cette affaire. Bon, on va souffler un peu s'il y a d'autres. Alors, j'aurais une petite question. Comment est-ce que c'est transmis cette histoire de l'esclavage dans les populations en elles-mêmes, en Afrique, dans les pays concernés? Est-ce que c'est les jeunes, ils étudient ça à l'école, comme nous on étudie? Ou c'est les anciens qui racontent? Est-ce que dans l'institution, il y a des choses, qui sont... Ouais. Oui, c'est une excellente question. C'est vraiment une excellente question parce que, en fait, on ne peut pas faire de généralité sur cette affaire-là. Il y a les lettrés qui connaissent très bien l'histoire de l'esclavage. Il y a malheureusement eu, pendant quelques années, une vraie déficience, alors pour le pays que je connais, qui est le Bénin, une vraie déficience d'enseignement de l'histoire du pays. De la réalité de l'esclavage et de la réalité de la colonisation. Paradoxalement, dans les villes, il y a un rejet de plus en plus. Alors je ne sais pas si Marc sera d'accord avec ça, mais être blanc, ça c'est pas facile quand on se balade et qu'on a de bonnes intentions en Afrique, au Bénin, dans les villes. C'est pas facile. Dans quel sens c'est pas Dans le facile, sens où cette responsabilité dont je parlais tout à l'heure, elle nous est crachée à la figure, jetée à la figure. Voilà. Après, Je voudrais nuancer quand même, parce qu'il y a aujourd'hui un vrai rejet anti-français. Ouais. Et ça dans toute l'Afrique de l'Ouest. Cette réaction est dans tout le territoire africain? Alors, Dans toute l'Afrique, non, justement. dans nos anciennes colonies, évidemment. Mais pourquoi aussi? Parce que je pense que les chefs d'État qui ne sont malheureusement pas toujours ce qu'ils devraient être, et qui restent quand même
d'une certaine manière des corrompus et des dictateurs, rejettent bien sûr la faute sur qui? Sur les gens qui étaient là avant. C'est toujours la faute des Français. Et de plus, aujourd'hui, avec l'arrivée de l'économie chinoise, ce qui n'a pas duré très longtemps, mais les fonds russes aujourd'hui sont importants. Et vous voyez très bien les positions qu'ont pris les pays africains, plus que de neutralité envers le conflit qui a lieu actuellement. Et ça, c'est vraiment, voilà, ce sentiment anti-français est cultivé également par les chefs d'État. En fait, il y a plusieurs strates. Comme dit Jean-Yves, les gens ils n'ont pas été éduqués, on leur a pas beaucoup parlé d'esclavagisme, on leur a même de la colonisation, voilà, ils n'ont pas idée de ce qui s'est passé, ils disent juste, voilà, qu'on a été pas sympa, quoi, au minimum. Ouais. Et voilà, mais l'éducation de ce qui s'est passé, ce qu'on a pillé, ce qu'on a fait, non, aucune idée. Roger Sommet disait aussi encore, hein, le jeu mon colloque, C'est un professeur de l'université de Strasbourg. et professeur d'anthropologie à l'université, il disait, lors de ce colloque, que même l'enseignement des langues vernaculaires était déficient. Et que, l'une des bases pour revenir à... La langue vous lie à l'histoire. Nous, Français, on sait bien que quand on est alsacien ou quand on est breton, on sait bien que notre langue maternelle, elle nous relie à notre histoire. Donc si on interdit, si on ne fait pas le nécessaire pour apprendre déjà ces langues vernaculaires dans les propres écoles, dans les écoles, voilà, on n'a rien gagné. Alors ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que oui, il y a des strates au niveau des États, donc évoqué Marc, il y a la population en elle-même. Alors dans les villages, c'est différent, parce que vous arrivez un petit peu, c'est mon expérience personnelle, mais voilà, c'est ce que j'ai vécu. Après, je ne peux pas en faire une généralité. Vous arrivez un petit peu comme celui qui va vous raconter ce dont il est possible de rêver quand on va chez les Blancs, au pays des Blancs. Vous voyez, c'est ce monde merveilleux des Blancs, hein, qu'on amène. Alors forcément, voilà. Ils ont perdu leurs racines. Oui. Alors, là aussi, on ne peut pas généraliser. Là où je vais, ils n'ont pas perdu leurs racines, croyez-moi. Ils sont terriblement ancrés dans leurs racines religieuses, culturelles. Voilà, c'est d'ailleurs, ils sont très connus au Bénin pour ça. Mais j'aurais du mal à répondre à cette question-là encore. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je pense qu'il y a tout un courant de renouveau quand même. Si vous allez au Bénin, on parle à Jean-Yves, il y a au moins 40 ethnies différentes, des petites ethnies. Alors, comment voulez-vous plonger dans la langue de ces gens, leur donner la culture, leur culture ancestrale via leur langue? Il y en a trop, donc on a finalement tous s'est concentré aujourd'hui encore autour du français. Il n'y a aucune langue locale qui est appliquée dans ces Oui, mais enfin, Marc, il y a le fond quand même qui est le fond et le Yoruba qui sont quand même parlés dans la plupart des régions et même dans les. Qui est parlé, mais qui n'est. Bon, comme ce sont des langues qui ne sont pas écrites, il y a beaucoup de choses qui ne restent pas. Oui. Il y a des langues qui ont été perdues. Pardon? Il y a des langues qui ont été perdues. Je ne sais pas si c'est à ce point-là. Non, je ne suis pas vraiment spécialiste de la question. Vous dites qu'il y avait peut-être autant de langues que d'ethnies différentes à une époque. Oui, d'accord, mais il y a quand même parmi toutes ces populations des gens qui parlent des langues qui sont à peu près semblables et qui font partie du groupe des langues B, notamment Ajebe, Koubé, Ébé, etc. Alors,
ils ne se comprennent pas toujours. C'est un petit peu comme l'Alsacien du Nord et du Sud, si vous voulez. Mais enfin, il reste quand même comme fondement l'Alsacien. Vous voyez, mais je ne suis pas un spécialiste, je ne peux pas vraiment répondre. Pour l'anecdote, il y a un seul mot en Afrique, un seul mot qui est utilisé par tous les gens, et c'est le mot yama, qui veut dire la viande. Ça s'est utilisé tous les pays que j'ai fréquentés, dans tous les pays d'Afrique. Yama, c'est le seul mot qu'ils utilisent tous. Voilà, En tout cas, bravo, Joy. C'était émouvant. je vous remercie beaucoup de cette épreuve. C'est pas totalement indemne. Mais j'espère que vous répercuterez ces informations.